le cas d'une femme de 34 ans qui accouche à 32 semaines par césarienne pour un même syndrome. Et on a dit par excellence, c'est une indication de l'étude placentaire. Et effectivement, l'étude, ce sont des cas qui sont pris de notre série dont je vous ai parlé. Et effectivement, l'étude placentaire est faite et le résultat montre un infarctus multiple et une artériopathie spiralée. Et justement, ceci, pour nous, a été communiqué aux collègues obstétriciens parce que c'est dans les guidelines une indication à l'aspirine à la prochaine grossesse, si on veut prévenir la même issue. Et ça rejoint les recommandations des sociétés de gynéco-obstétrique de 2022 qui disent que l'analyse histologique du placenta est recommandée devant toute prééclampsie, tout retard de croissance intra-utérin, tout accouchement prématuré, toute mort fœtale intra-utérine. Nous, dans l'étude, on a suivi ces guidelines-là et chaque fois qu'on a dans la guidelines une indication, on faisait l'étude anatomopathologique. Un autre cas, retard de croissance intra-utérine. Les deux. Le résultat, les deux. Tu as dit qu'il faut avertir Je vous ai dit, nous, on a avisé l'obstétricien. Parce que nous, on l'a fait dans le cadre d'une étude. Donc, les résultats. Mais dans la vraie vie, lorsqu'on envoie le résultat, ils savent pour l'obstétricien, ils savent pour le néonatologiste. Comme on travaille dans la maternité, c'est pour laquelle on voit que l'obstétricien peut agir pour la prochaine grossesse. C'est le numéro de la femme, le dossier de la prochaine grossesse, ça insulte. Mais normalement, les deux. Les anatomopathologues, tous sont compétents là. C'est quelques anatomopathologues. Alors, normalement, tout le monde peut le faire. Parce que le placenta est extrêmement facile à étudier. Après, votre question est pertinente si on veut pousser l'étude. Par exemple, on pense à une infection CMV. Donc, l'anatomopathologiste va envoyer un fragment au virologue. On pense à une toxo. Il va envoyer un fragment au parasitologue, etc. Pour des compléments d'analyse, l'anatomopathologiste va s'aider par les autres collègues. Mais pour l'étude anatomopathologique, tout le monde le fait. À l'époque, c'est Mme Hamel Zaitouna qui nous faisait les excuses. C'est très important pour les anatomopathologistes d'avoir un anatomopathologiste avec nous, parce que quand on demande aux anatomopathologistes de faire un examen, ils nous demandent ce que vous voulez. Parce qu'il va le conseil, il va beaucoup de pathologie. Et quand on envoie un placenta, qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors, il faut toujours lui expliquer le contexte. Est-ce que c'est un contexte vasculaire, un contexte infectieux? Alors, pour qu'il précise. Votre remarque est pertinente et voici la réponse. Vous ne pouvez pas envoyer à l'anapathe le placenta sans lui envoyer ça. Parce que, justement, l'adage dit on trouve que ce qu'on cherche. Si je ne sais pas ce que je vais chercher, je ne vais pas le trouver. Donc, vous l'avez demandé parce qu'il y a un retard de croissance intra-utérin. Donc, il va chercher sur le versant vasculaire maternel, sur le versant vasculaire fœtal, et voir s'il y a des aspects d'infection. Et c'est dans ces cas-là qu'il va envoyer des fragments s'il pense par exemple à un CMV vers le virologue, etc. Donc, la fiche est capitale. Il faut orienter la... D'ailleurs, on a un biologiste avec nous, il ne va pas être contre. Les biologistes en général et les anatomopathologistes et les radiologues sont des soutiens de nos pratiques. Mais ils ne peuvent nous donner que ce qu'on leur a demandé. Si je n'ai pas donné des informations cliniques, ils ne vont pas pouvoir me satisfaire dans ma réponse. Mais je pense à une microsphérocytose congénitale. Et moi, je fais la nuit, mais je n'ai rien. Je vois une émulation formée au laboratoire. Mais il ne va pas faire le frottis automatiquement, quoique ça fasse partie de normalement les... Mais il ne va pas le faire. Mais si je lui dis suspicion de microsphérocytose souscrire de me faire un frottis, rédire l'étude morphologique, la façon de communiquer avec les collègues biologistes, anatomopathologistes, radiologues, détermine la qualité du résultat qu'ils vont me donner. Mais la clinique, donc là, on peut leur donner l'information. Mais votre remarque est extrêmement pertinente. C'est là la clé de la pertinence du résultat final. Donc voilà, on a vu un premier cas
de prééclampsie. Dans ce cas-là, c'est un retard de croissance intra-utérin. On a un bébé qui a un poids inférieur au 3e percentile à 32 semaines. Lorsqu'on fait, donc c'est une indication d'après les recommandations des sociétés savantes de l'étude placentaire. Et lorsqu'on a fait l'étude placentaire, on a trouvé une hypoplasie villositaire, une vulite chronique. Alors, pour nous, néonates, ce bébé a haut risque neurodéveloppemental. Et on doit l'expliquer que ça à la famille. Mais je vais dire, je vais dire, l'obstétricien هو اللي ردوا débile mental ولا انتم اللي رديتوا débile mental. البلاسنتا fait des anomalies vasculaires. Ces anomalies vasculaires sont responsables de problèmes neurodéveloppementaux. Ils doivent être suivis jusqu'à la rentrée scolaire. ماشي مشاو ماشي حيت ça il faut leur expliquer. ماشي حيت هضر ووقف وجلس il est normal. Non, il est normal une fois qu'il a terminé sa première année, deuxième année primaire sans problème. C'est très important, il faut l'expliquer. Alors, infection congénitale, un autre cas clinique, nouveau-né ictérique, hypotrophique. Lorsqu'il avait un retard de croissance intra-utérine, il rentrait pour nous dans les indications de l'étude anatomopathologique. Et justement, le résultat du placenta montrait une vulite. Et l'anatomopathologie, ça pensait à un CNV. Il a envoyé un fragment au virologue qui ont justement confirmé l'étude par l'infection à cytomégalovirus. Et pour nous, c'était extrêmement important parce que ce bébé, on l'a traité. Mais ce qui est extrêmement important, surtout, d'expliquer à la famille que cet enfant risque de devenir sourd. Parce que le CNV est extrêmement toxique pour la 8e paire. Et il est devenu sourd, c'est pas parce qu'on a donné des aminosides, c'est pas parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il était infecté par le CNV. C'est très important pour expliquer par la suite. Un autre cas, une femme a eu une mort fœtale intra-utérine à 39 semaines. Et là, la femme était très montée, il voulait déposer une plainte pour la simple histoire, les collègues vont comprendre. Il était adressé à un CHR, le CHR adressé au CHU, et il a fallu qu'il paye l'ambulance et le gasoil pour venir, et donc il a vécu toute une histoire. Et donc la placenta est partie chez le napate. Et donc c'est un hématome rétroplacentaire massif avec des infarctus anciens sur le placenta. Et au fait, la cause est intrapartum. Et on lui a montré le rapport, et vous pouvez déposer, continuer dans votre plainte, mais vous ne gagnerez rien. Parce que ce n'est pas l'obstétricien, ce n'est pas le retard, ce n'est pas l'ambulance, c'est rien, mais c'est ancien. Ce bébé était mort peut-être avant même que vous veniez à l'hôpital. Parce qu'il y avait des infarcissements qui étaient très anciens au niveau du placenta. Alors, une choriamniotite, une naissance à 30 semaines, après fièvre maternelle, ça rentrait dans les indications. Et à l'étude du placenta, on a une chorioamniotite aiguë avec une phénicite même. Et donc là aussi, pour nous, c'est très important que ce bébé ait un suivi neurodéveloppemental. Bien sûr, l'infection, on l'a traitée. D'ailleurs, il s'en est sorti, cet enfant. Mais le neurodéveloppemental craint parce que le fameux syndrome inflammatoire dont on a parlé, cet enfant, malheureusement, l'a vécu et il est même documenté sur le placenta. Par contre, si cet enfant dépose une plainte, on va payer. Parce qu'en fait, la chorioamniotite, c'était sur une RPL qui a duré 8 jours à la maternité. Donc, on n'a rien dit à la mère, mais bon, on va voir. Les implications donc médico-légales, c'est extrêmement important. À travers un cas, je vous ai expliqué que l'analyse placentaire permet parfois de donner des preuves d'une souffrance fœtale antépartum dans le dossier de litige. Il peut donc exonérer l'équipe soignante en cas de décès périnatal. Donc, s'il vous plaît, ayez le réflexe. Chaque fois qu'il y a un décès périnatal, chaque fois qu'il y a des anomalies néonatales, d'envoyer le placenta. Vous pouvez vous mettre d'accord sur une fiche sur la base de ce que je vous ai montré pour que l'anatomopathologie soit orientée et vous allez voir que ça va vous aider énormément. Alors, ça permet aussi d'optimiser les soins néonatals, puisqu'il y a également des pédiatres ici. Et il y a une corrélation avec la santé néonatale, puisque identifier un syndrome inflammatoire placentaire permet d'orienter le pronostic et la prise en charge et d'expliquer à la famille le pronostic neurologique surtout. Les vélites d'étiologie infectieuse ou immunitaire sont également des facteurs de risque neurodéveloppementaux, mais pas que. Il
y a également des autismes qui sont secondaires, malheureusement, à ces vilites inflammatoires et les infections aussi. Et puis, l'étude placentaire va aussi aider au diagnostic de certaines pathologies néonatales, des cas de sepsis, des cas d'anémie inexpliquée. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'angiome placentaire, qui si on ne le trouve pas, on ne va jamais expliquer l'anémie qu'à un nouveau-né à la naissance, etc. Et donc, les indications retenues pour l'analyse placentaire sont de deux types, maternelle et néonatale et fœtale. Maternelle, je vous ai mis la liste, prééclampsie, HPAG, diabètement contrôlé, fièvre maternelle, infection, hémorragie du deuxième, troisième trimestre, suspicion de placenta accrète ou HRP. Et pour les bébés, RCU, petit poids, anomalie congénitale, mort fœtale, toute prématurité inexpliquée de moins de 34 semaines, toute souffrance fœtale aiguë non expliquée et surtout toute encéphalopathie néonatale. Un bébé né neurologiquement, il n'est pas bon. Il faut absolument avoir une idée sur ce qui s'est passé. Alors maintenant, on va faire des QCM. On va ce que... Mais QCM préféré tout à l'heure, Non, on va les faire ensemble. On va le faire ensemble. Donc, on a un premier cas. En fait, ce sont des cas également extraits dans notre série, donc des cas pratiques et réels. On a une mort fœtale intra-utérine à 37 semaines. Une femme de 33 ans, G2P1, hospitalisée à 37 semaines pour diminution des mouvements fœtaux. Et puis, la mort fœtale, malheureusement, est confirmée. Alors, on fait l'étude du placenta qui va montrer des infarctus multiples, une artéropathie spiralée, une ischémie chronique. Et donc, ma question est, quelle conclusion peut-on en tirer? C'est une infection congénitalement détectée, c'est une hypoperfusion maternelle probable, c'est une anomalie chromosomique probable, l'étude placentaire explique le dossier. Insuffisance placentaire. Ah? Alors, voyons. Oui! Alors, en fait, le placenta met en évidence ici une insuffisance hétéroplacentaire, ce qui permet d'apporter une explication du décès. Bien sûr, ça innocente l'équipe et c'est important pour pouvoir avancer sur ce dossier. Alors, deuxième cas, accouchement à 39 semaines d'un nouveau-né hypotonique avec fièvre maternelle. Le placenta montre une choréamniotite aiguë avec une vasculite funiculaire. Et là, la question, que permet l'analyse du placenta? Confirmer l'infection ascendante, écarter l'origine infectieuse, adapter le suivi, identifier la bactérie. ACD, A, C, D. Pourquoi éliminer une bête? Pourquoi éliminer B? Écarter l'origine infectieuse. Alors, la réponse est A et C en fait. Confirmer l'infection ascendante, adapter le suivi. Enfin, en fait, là, la NAPAT ne va pas identifier. Si maintenant on demande une étude bactériologique, en fait, la chorioamniotite. C'est pas toujours le cas, exactement. Pardon? On a besoin, mais ce n'est pas la NAPAT qui va l'identifier. En tout cas, la bactérie, on va faire l'hémoculture, on va faire beaucoup d'autres choses. En plus de ça, c'est le placenta est conservé dans le format. Et ici, il ne peut pas pousser. Il faut faire le prélèvement avant de le mettre en dehors. Exactement. En général, il faut faire un prélèvement au son du cordon pour l'hémoculture si on pense à une infection bactérienne. Et puis, on va faire par la suite le prélèvement. Mais ce n'est pas la finalité lorsqu'on étudie le placenta. La finalité, c'est surtout voir la suite. Sauf si on fait une PCR. Oui, effectivement, parce qu'on a la trace des bactéries. Donc là, c'est une choréamniotite avec une vasculite qui confirme l'infection. Et là aussi, l'intérêt, c'est d'orienter vers le neurodéveloppement. Troisième cas, on a une encéphalopathie néonatale et une ébauche de plainte. Et donc, l'extraction a été faite en urgence à 40 semaines. Heureusement qu'on était en étude encore et le placenta a montré des thrombus frais, pas de signe d'hypoxie chronique. Alors là, quel est l'apport médico-légal? Documente l'hypoxie aiguë, discute l'équipe obstétricale, éléments d'expertise, date précisément la souffrance. Je reviens. Alors on a des thrombus frais, pas de signe d'hypoxie chronique.
chronique. Alors, documente l'époxy aiguë, discute l'équipe obstétricale, éléments d'expertise, ASC, exact. Le placenta montre une souffrance aiguë, ce qui est essentiel pour l'analyse médico-légale, sans trancher la responsabilité. Il faut les autres éléments. Parce qu'on a un thrombie aigu. Mais en fait, il faut les donner. Est-ce que cette femme est venue déjà à dilatation complète chez nous? Ça discute l'équipe. Est-ce qu'elle a passé chez nous plusieurs heures et on n'a pas de RCF et on ne sait pas? Là, ça devient. Mais ça permet juste de dire que c'est aigu. Après, par exemple, si j'ai à expertiser le dossier, je vais chercher le RCF, je vais voir quand est-ce qu'elle est admise, la durée de travail, la partie du travail qu'elle a passé dans les murs de l'hôpital, afin de réunir tous les éléments. Mais je sais que c'est aigu. Alors que si c'était chronique, je ne cherche plus rien. C'est chronique. Documenter l'époxy, c'est les gaz du sang. Ça permet de documenter l'époxy aiguë. ماشي الغاز ملي كيتزاد حيت هو عنده ليبوكسي دابا هو عنده حنا لا دوكيمونتي في لا نيسونس بالغاز بلوس غاز حنا درنا لقينا الغاز بلوس حنا عندنا ليبوكسي مي واش اللي ايغو او لا مي لو في d'avoir un trombi avec les c'est aigu est-ce qu'à la naissance on ne peut dire que la hypoxie ولكن ماشي la chronique on sait. Quatrième cas, on a un nouveau-né de 2100 grammes, 38 semaines, périmètre crânien normal, le placenta montre une hypoplasie villositaire, un infarctus, une artéropathie. Alors, que conclure? RCU constitutionnel, insuffisance placentaire, étude inutile, surveillance échographique utile au grossesse ultérieure. Je suis une bonne enseignante. Ah oui, ça c'est sûr. Chacun va sans lui de vous dire, vous êtes de bons étudiants. Ils sont durs quand même. Ils sont durs. Et ouais, il faut qu'ils soient durs. Sinon, donc les lésions confirment justement l'insuffisance placentaire chronique, expliquent le RCU, ils justifient une surveillance échographique, on l'a tous vu. C'est un cas également qu'on a communiqué aux collègues obstétriciens. On a le résultat de la NAPA. Si la femme revient pour la grossesse ultérieure, soit le cinquième cas. Cette fois, on a un bébé qui était dans le lot, dans notre étude. Et à l'âge de 6 mois, il a développé un retard, malheureusement, et il est né à 36 semaines. Et au moment de l'accouchement, ils avaient des anomalies du RCF, ce qui avait d'ailleurs motivé l'étude anatomopathologique, c'est parce qu'il y avait des anomalies du RCF. Et à 6 mois, dans le suivi de l'enfant, il y a un retard psychomoteur. Et nous, on savait déjà que le placenta avait montré une vilite chronique, une sclérose villositaire et des microthrombes. Alors, quel lien établir? Étiologie infectieuse auto-immune, hypoxie chronique, aucun intérêt, explication des troubles neurologiques, il y a aussi parce qu'en fait, ça peut être infectieux, ça peut être commun. En réalité, ce bébé, on n'avait pas de diagnostic étiologique, mais ça peut être l'un ou l'autre. Nous, on avait un retard de croissance avec des anomalies du RCF qui ont motivé une extraction. Nous, dans les guidelines, ça rentrait dans l'étude anatomopathologique, on a fait l'étude anatomopathologique. Mais en réalité, les anomalies villositaires et la vilite sont associées à des troubles neurologiques, on le connaît d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a suivi. Et l'analyse placentaire ici est très utile rétrospectivement. Parce que la famille, on l'avait informé. On lui avait dit l'enfant risque d'avoir un trouble de développement. Parce que le placenta est anormal. Et donc, il savait que c'est ni l'obstétrique, ni la néonate qui est responsable. Si l'enfant va faire un problème, l'anomalie est dans le placenta. Et donc, ça, c'est important. Et donc, en conclusion, le placenta est une ressource importante et précieuse pour la gestion des bébés en unité de soins intensifs, mais on a vu aussi pour la mère. Le développement de diagnostics placentaires précoces, rapides, en temps réel, tels que l'imagerie, l'IRM pendant la grossesse, et aujourd'hui l'utilisation de technologies, de l'intelligence artificielle, ce sont des choses en plein développement, et on sait aujourd'hui que
exploiter le placenta va permettre d'améliorer l'issue des nouveau-nés, mais ceci ne peut se faire que si on fait un travail collégial entre obstétricien, pédiatre néonatologiste et anatomopathologiste. Et pour synthétiser l'apport du placenta, on va retenir 4 points très importants: diagnostic des pathologies obstétricales, RCU, éclampsie, etc. Orientation étiologique en néonatologie, on a vu les cas d'infection, d'hypoxie, de retard de croissance. On a vu le rôle médico-légal très important pour innocenter les équipes. Et c'est un outil de compréhension aussi pour améliorer les prises en charge futures. Et d'ailleurs, ce monsieur qui est allemand, qui travaille beaucoup sur le placenta, a écrit quelque chose que je trouve vraiment très fascinant et intéressant. Il a écrit le placenta est le miroir de la croissance. Il reflète les succès, les échecs et les silences. Il ne parle pas le placenta. Si vous ne le faites pas parler, il ne parle pas. Son étude éclaire le passé, guide le présent et prévient des drames de demain. C'est tout ce qu'on a dit ce soir, finalement. C'est tout ce qu'on a dit ce soir. Et il est très important qu'on s'oriente vers l'étude placentaire. Je vous remercie.